Alors, je m'amuse à dire que je suis une spécialiste de l'indécision. Paradoxalement, je suis une personne assez décidée. J'ai beaucoup de compassion pour les jeunes indécis qui viennent me voir, surtout les indécis chroniques, vous savez, ceux qui se posent des questions sur à peu près tout, comment je m'habille, qu'est-ce que je mange. Alors, imaginez quand ils ont une carrière à décider. Je vais vous présenter rapidement le rôle que vous avez joué durant les 5 étapes d'une prise de décision en orientation. Vite, des petits chiffres comme ça. Est-ce que je cache les gens quand je me promène? Parce que je suis une personne qui aime bien savoir. Hein? Je suis grande, mais quand même, hein? Pas si grande que ça. Alors, 80% des jeunes qui sont en secondaire 5 n'ont pas d'idée de leur projet scolaire et professionnel. C'est ce que le Conseil supérieur de l'éducation a trouvé. Donc, on en a quand même beaucoup qui sont indécis. Au collège, on en a un, au collège dans tous les cégeps au Québec, on en a 1 sur 3 qui change de programme. 1 sur 3. Et à l'université, au niveau du baccalauréat aussi, 30% des étudiants vont changer au niveau des études du premier cycle. Ça fait beaucoup de monde qui change de programme. On a aussi plusieurs changements entre le cégep et l'université. Par exemple, un jeune qui a commencé en sciences de la nature, puis qui va aller en administration à l'université, qui va aller en psychologie, qui va aller en traduction, qui va aller en droit. Donc, bon an, mal an, c'est beaucoup de gens qui changent d'idée, qui changent de programme aux études supérieures. Comment on peut faire pour les aider? J'ai, dans le livre que j'ai publié il y a 1 an, c'est l'Orient Expert, c'est un livre qui présente les 5 étapes d'une démarche d'orientation. Alors, à partir de cette démarche-là, je vais vous greffer quel rôle vous pouvez jouer comme parent en orientation. Alors, on voit les 5 étapes, je vais les reprendre une par une avec vous. La première étape, mieux se connaître. C'est sûr, en orientation, il faut d'abord savoir qui je suis. Alors, qui je suis? Mes traits personnels, ma personnalité, est-ce que je suis quelqu'un d'impulsif, est-ce que je suis quelqu'un de réfléchi? On a identifié ça. Mes intérêts et mes non-intérêts. Quand je demande aux jeunes qu'est-ce qui t'intéresse, je fais toujours 2 catégories. Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Moi, madame, je ne veux pas travailler dans les hôpitaux. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime pas l'odeur, je me sens pas bien, les gens qui souffrent. Vous pouvez questionner vos jeunes, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Et explique-moi pourquoi. Souvent, quand on n'aime pas quelque chose, on le ressent, on a la difficulté à l'expliquer. Poussez un peu vos questions. Demandez pourquoi tu n'aimes pas ça. Des fois, il y a des fausses croyances par rapport à certaines professions qui sortent. Donc, vous pouvez les questionner là-dessus. Mes aptitudes, mes compétences, vous êtes un peu le reflet, le miroir de qui ils sont. Souvent, j'ai constaté que les gens ont tendance à se dévaloriser, à ne pas voir qu'ils sont uniques puis qu'ils ont des qualités. Reflétez les qualités, les compétences qu'ils ont. Nos jeunes doutent beaucoup d'eux-mêmes, puis on a des jeunes extraordinaires. Moi, ça fait presque 30 ans que je travaille au niveau collégial, puis je m'aperçois que les jeunes qui sont là, de génération en génération, sont toujours aussi beaux, aussi pleins de vie, mais des fois, ils ne réalisent pas. Ils ne se voient pas à quel point ils sont uniques et ils devraient être fiers de ce qu'ils sont. Donc, comme parents, vous avez un rôle important. Vous avez donc, comme parents, vous pouvez les aider à nommer ces différents aspects-là au niveau de leur identité. Donc, s'orienter, c'est savoir qui je suis. D'accord? Vous pouvez jouer un rôle de reflet. Deuxième étape dans l'orientation. Je sais. La deuxième étape, soigner son estime personnelle. Moi, je suis psychologue et conseillère d'orientation, et souvent, en orientation, on oublie ce côté-là de l'estime de soi. Pourquoi une conseillère d'orientation devrait se soucier de l'estime personnelle? Parce que quand on a à se projeter dans l'avenir, il faut avoir confiance en soi. Moi, j'entends dans mon bureau des phrases comme « Madame, j'aimerais ça être ingénieur, mais j'ai peur que les ponts que je vais dessiner vont tomber. Hein? » On en entend des fois. « J'aimerais ça être travailleuse sociale, mais j'ai peur de ne pas donner les bons conseils puis de mêler les gens plus que d'autres choses. » Là, je le rassure en disant « Mais tu vas étudier, tu vas avoir des stages. » « Ouais, c'est vrai. Tu vas être supervisé. » « Ouais, c'est vrai. » Voyez-vous, quelqu'un qui doute de soi peut exclure des choix à cause de ce manque de confiance en soi. Donc, j'ai dit, l'estime de soi, c'est la valeur qu'une personne s'accorde à elle-même. Elle permet aux gens de se projeter dans un avenir qui est incertain et qui est changeant aussi. Elle est le reflet des rêves, des aspirations. Je me souviens d'un jeune qui m'avait dit, « Moi, madame, je veux gagner le prix Nobel de physique. » « Bravo, mon homme, vas-y. »
tu as des 90, 95 en physique, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Qui je suis, moi, pour dire, non, tu ne gagneras pas de prix? Il ne gagnera peut-être pas le prix Nobel, mais il va peut-être en gagner d'autres en essayant d'atteindre cet objectif-là. Alors, s'ils ont des rêves, il faut les soutenir dans ça, il faut les aider, il ne faut pas éteindre leurs rêves, leurs aspirations. L'estime donc personnelle fluctue selon les événements passés, présents. Moi, je me souviens, le premier échec que j'ai eu dans ma vie, c'est 58% dans mon cours de mathématiques, le deuxième cours de maths, différentiel, intégral. Je me revois au cégep, je pleurais. C'est la première fois que j'avais un échec dans un... Quand on a un échec, notre estime de soi s'en va en bas. Tout comme on a une rupture amoureuse, quelqu'un nous laisse, on a l'impression de rien valoir. Donc, la valeur personnelle fluctue selon ce que les gens nous disent. Je vais vous donner une anecdote. Il y a une jeune qui m'a dit l'autre fois, j'ai croisé mon professeur que j'avais l'an passé, puis il m'a dit « Ah, tu es encore ici au cégep? » Puis là, je me suis mis à pleurer. Je ne comprenais pas trop. « Ben oui, je suis encore ici. Ben oui, j'ai échoué des cours. » Puis là, juste une petite phrase fine d'un prof. « Ah, tu es encore ici cette année? » Elle a interprété ça comme « Ben là, je traîne encore ici, puis j'ai eu des échecs. » Voyez-vous, des fois, on dit des choses qui sont aussi mal interprétées. Donc, elle va fluctuer selon les événements, les gens, qu'est-ce qu'ils disent, les notes qu'on peut avoir, ou elle varie. Donc, notre estime peut être aussi gonflée quand on a de bons résultats. Comme parents, vous avez une influence directe sur l'estime personnelle, c'est sûr, de vos jeunes. Tout comme les amis, qu'on parle d'intimidation. Hein. L'intimidation, ça contribue vraiment à baisser l'estime de soi. Mais donc, les parents, c'est sûr que vous avez un effet direct. Il est difficile un petit peu. La troisième étape. Il existe plus de 25 000 métiers dans le monde. Puis, au Québec, à peu près, on a 2 000 formations. Il y a beaucoup de choses. Et ça fluctue et ça change. Donc, la troisième étape, c'est d'explorer tout ça. En orientation, savoir qui je suis, mieux me connaître, me reconnaître une valeur personnelle. Donc, est-ce que je suis une personne valable? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je peux me projeter? Et maintenant, quels sont les métiers? Quelles sont les formations? Ça fait partie du processus d'orientation où je peux aller. Dans toute cette forêt de programmes d'études et de marché de travail qui n'arrête pas de se transformer, mais comme parents, rassurez-vous, vous n'avez pas à savoir tout ça. Même en orientation, nous, on ne sait pas tout ça, mais on sait où aller chercher l'information. C'est sûr, parce que c'est tellement gros. Mais par contre, vous pouvez les aider à cheminer. Je vais vous montrer concrètement comment le faire. Est-ce que vous arrivez à voir ou c'est trop loin? Je le lis, hein? OK. Donc, en leur parlant de votre travail, des embûches et des réussites. Moi, je demande toujours aux jeunes, qu'est-ce que font tes parents? Ben, mon père, il a beaucoup de papiers, puis il appelle plein de monde. Okay. Donc, il y en a qui ne savent pas du tout ce que vous faites. Parlez à vos jeunes de ce que vous faites. Parlez le plus possible de ce qui se passe, parce que pour qu'ils comprennent, vous amenez le monde du travail à la maison. Comment vous l'amenez? Le monde du travail, il y a des épreuves, il y a des embûches, et il y a des réussites. Il faut leur donner le goût de se joindre au monde du travail. Il y a des jeunes qui disent, moi, je vais faire 1 bac, 2 bacs, 3. Je peux-tu faire 4 bacs, madame? Je peux-tu retarder très, très tard mon entrée sur le marché du travail? Je n'ai pas hâte de travailler. Ça a l'air tellement fatigant. Alors, comment vous leur en parlez de ça, du monde du travail? En les mettant en contact, vous pouvez les aider avec des gens qui sont dans votre réseau. Écoute, moi, j'ai un ami qui est radiologiste. T'aimerais ça? On va regarder, on va voir si on ne peut pas le rencontrer ou lui parler. Vous avez un réseau de contacts, aidez-les à parler à des gens. On a ensuite, en achetant des guides, des livres, il y a un parent qui me disait tantôt, « Ah, le petit guide du SRAM, là, il traîne chez moi. » Je ne sais pas si le parent se reconnaît, là. Parfait, belle stratégie de parent. On achète des petits guides du SRAM, des guides comme l'Orient Expert. Donc, des guides pour les aider à s'orienter, puis vous en parlez avec eux de ces lectures-là, en leur montrant des publicités, des articles sur des formations. Il y a des jeunes qui nous arrivent avec ça. « Ah, mon père a vu telle chose à l'université, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait être intéressant avec mon profil et tout? » Vous avez des idées? Vous les nourrissez dans ça. En les accompagnant en porte ouverte, on a combien de parents en porte ouverte ici? Les parents, la mère, le père viennent. Même à l'université, vous voulez aller à l'université avec eux? Pourquoi pas? On va à l'université de Sherbrooke, c'est loin, on va y aller ensemble. Et oui, gênez-vous pas, aidez-les à aller explorer. Un jeune indécis,
il a les pieds sur les freins. Il faut l'aider à avancer. C'est pas drôle avec l'image que donnait Bruno tantôt. Si on continue. Donc, en explorant les sites aussi avec eux. À notre table, les conseillers d'orientation, on a une petite liste des sites à explorer. Puis, je vais vous montrer quelque chose tout de suite, si ça clique bien. Il y a quelques références, c'est un peu petit, mais ça, on l'a à notre table. Sur leur compte Omnivox, le fameux compte Omnivox, les étudiants ne le savent pas, vous allez à Repère Orientation. La banque Repère, vous voulez savoir combien fait un orthophoniste, son salaire, la formation que ça prend pour être enquêteur sur scène de crime, zoologiste, tout est là. La description, les revenus, les perspectives d'emploi. Ils ont accès, le collège paye à chaque année pour ça. C'est un service gratuit pour les étudiants. Qu'ils en profitent. Repère, c'est vraiment une source d'information inimaginable. 4e étape, développer ses habiletés décisionnelles. Pour m'orienter qui je suis, je reconnais ma valeur personnelle, j'explore le monde du travail. Maintenant, il faut que je décide. Comme parents, est-ce que vous les aidez à prendre des décisions? Est-ce que vous êtes des modèles pour eux de décideurs? Vous êtes des grands indécis. Est-ce que vous les aidez à prendre des petites décisions, des grandes décisions? Donc, à quel âge ont-ils commencé à prendre des décisions? C'est sûr que demander à un enfant de 2 ans, tu veux-tu du poulet ou du spaghetti ce soir? Non, trop jeune, hein? Il y a des parents qui essaient d'être trop jeunes, mais il y a quand même, il y a des âges tranquillement, quand on commence à avoir 5-6 ans, on peut prendre des décisions, on commence à comparer les choses. Est-ce que vous les incluez dans les décisions qui touchent la famille? Les vacances, où on peut aller, est-ce qu'on change de taux? Est-ce qu'on déménage? Où est-ce qu'on pourrait aller? Est-ce que vous les incluez dans ça? Est-ce que vous les accompagnez dans leur prise de décision personnelle? Leur posez-vous des questions, les aidez-vous à faire le pour, le contre de différents choix? Est-ce qu'ils sont capables de renoncer à des options? Est-ce qu'ils sont impulsifs, réfléchis? Est-ce qu'ils sont plus passionnés, rationnels? Est-ce qu'ils ont des méthodes efficaces? Tout ça pour dire que... On va y aller tranquillement. Comme parents, vous êtes des modèles de décideurs. Alors réfléchissez aux modèles que vous leur transmettez. Vos enfants vous observent beaucoup. Si vous dites « on a une décision à prendre », ah, panique en la demeure. Le jeune arrive dans mon bureau, j'ai une décision à prendre. Ils sont anxieux. Alors comment vous êtes face à des décisions à prendre? Puis ils vous observent, puis ils apprennent beaucoup de vous. Finalement, oh, c'est vrai que ça va vite d'un coup. 5e étape, s'engager activement dans son projet. C'est beau s'orienter, savoir donc qui on est, se reconnaître une valeur personnelle, explorer le monde, décider. Mais là, il faut agir. Il faut donc aller à ses cours, il faut performer pour certains programmes contingentés, il faut aller voir explorer. Il faut vraiment s'investir en posant des gestes concrets et prendre conscience que son avenir se joue maintenant. Il y a une jeune fille, il y a quelques années, qui m'a dit « J'ai une discussion avec ma tante hier soir. » Puis elle m'a dit « Es-tu consciente que ton avenir, ça se joue maintenant? » Cette petite phrase-là, toute simple. Elle a dit « Madame, ça a déclenché dans ma tête, cling! » Je me suis aperçue qu'elle avait raison. Puis là, je veux refaire mes cours de sciences au secondaire, puis j'essaie d'aller en sciences de la santé. Puis, voyez-vous, comme quoi, des phrases très simples qui leur permettent de se projeter dans l'avenir, de dire que le présent détermine en partie, beaucoup, leur futur, bien, ça peut les aider à se développer ce qu'on appelle une perspective temporelle. Dresser un plan d'action réaliste. C'est quoi les dates d'admission à l'université? Si tu veux changer de programme, est-ce que tu sais c'est quand? Il y a des gens qui ont une description du temps, je dirais, une sensation du temps qui s'étire. Il y en a qui sont tellement anxieux qu'ils sont toujours d'avance. Là. Quel genre de jeunes vous avez à la maison? Alors, c'est ça le plan d'action. Des fois, il faut les aider. Comme Bruno parlait tantôt du budget, il faut les aider dans leur plan d'action. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est quand tu peux changer de programme? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Donc, on écrit les choses. Accepter que tout n'est pas prévisible, que les hasards de la vie peuvent aussi changer beaucoup. Je vous ai mis une belle petite image qu'on a vue tantôt, qu'on va peut-être revoir. Comme parents, vous pouvez leur montrer à naviguer entre ce qui est prévisible et ce qui est imprévisible. Parce que nos choix de carrière, on les prévoit, mais des fois à cause d'une occasion, d'une personne qu'on rencontre, d'une circonstance, d'un hasard, ça peut amener aussi des changements d'orientation, des changements de carrière.
Donc, il faut les amener à avoir cette ouverture-là. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention.